Samedi 26 juillet 2014, cette semaine dans le grand show de l'info, Elisabeth, 103 ans, se souvient de la guerre 14-18. Cette dernière avait 4 ans lorsque celle-ci commença. Nous partirons sur la base américaine de Cuba à Guantanamo où il y a beaucoup d'espoir et d'attente pour les détenus. Enfin, on connaissait la Martinique pour ses plages, son accueil et ses randonnées. Désormais, c'est le nouveau au lieu du kitesurf. Enfin, comme chaque semaine, ce sera le récap. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. Il y a presque un siècle éclatait la Première Guerre mondiale. Elisabeth Félix Faure avait alors à peine 4 ans et presque 8 ans quand fut signé l'armistice. Aujourd'hui âgée de plus de 103 ans, elle se souvient de beaucoup de choses. Je vous propose de regarder sa courte interview. Elle avait à peine 4 ans au début de la Première Guerre mondiale et presque 8 ans quand fut signé l'armistice. Aujourd'hui âgée de plus de 103 ans, Elisabeth se souvient encore très bien de ces années-là et notamment du départ de son père, alors capitaine dans l'artillerie à Grenoble. Il nous a embrassés, il nous a dit à bientôt. Non, son départ n'a pas été tragique du tout. On se rendait pas compte de ce qu'allait être cette guerre-là. Comme tous les soldats au front, le père d'Elisabeth ne communique avec sa famille qu'à travers des lettres qui vont marquer la fillette, comme en cet hiver 1915 qu'elle passe avec sa famille à Marseille pour échapper au froid de la campagne grenobloise. La sœur de maman, tante Madeleine, a reçu une lettre tout d'un coup lui disant que son mari avait été tué à tel endroit, telle date, et il y a une citation en l'honneur de son courage et tout ça. Mais c'était tout. Avec tous ces morts annoncés autour d'elle, la petite Elisabeth commence à prendre conscience du drame qui se déroule à quelques centaines de kilomètres de chez elle, même si rien n'affecte réellement son quotidien, contrairement à la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas du tout la même chose. La question de la nourriture n'a pas joué du tout en Première Guerre. Il n'y avait pas de tickets, il n'y avait pas tout ce qu'il y a eu après, parce que les Allemands n'occupaient pas la France. Il n'empêche, son meilleur souvenir reste peut-être ce 11 novembre 1918, jour de l'armistice. Il y avait eu aussi la grippe espagnole. Il y avait des tas de gens qui étaient morts en arrière de la grippe espagnole. Et quand on a l'armistice, ça voulait dire au moins que la guerre ne tuerait plus. Et tout le monde s'embrassait. Et la cloche avait sonné très très longtemps à Tess. Elisabeth ne reverra son père que 6 mois plus tard. À son retour, étrangement, il n'a pas été spécialement bien accueilli par sa famille. Après 4 ans et demi d'absence, il avait presque été oublié. Elisabeth, elle, n'a pas oublié la guerre. Je ne peux plus supporter, moi. La guerre, pour moi, c'est une chose... Je ne comprends pas que les hommes qui sont faits à l'image de Dieu, comment est-ce que la guerre peut exister? Je ne comprends pas. Après 2 guerres déjà vécues en France, Elisabeth n'arrive plus à regarder un film ou un documentaire guerrier. Elle préfère sa montagne. Les premiers prisonniers de Guantanamo sont arrivés sur la base américaine de Cuba il y a plus de 12 ans. Si les conditions de détention se sont améliorées, les avocats de détenus dénoncent la vie juridique dans laquelle se trouvent de nombreux prisonniers en attente de procès. Derrière ce miroir sans teint, la salle commune où ont le droit de se retrouver certains des 154 prisonniers de Guantanamo. En cas de bonne conduite, les détenus sont autorisés à se socialiser entre eux. Pour les autres, c'est l'isolement et des conditions de détention plus sévères. Voici ce à quoi ont droit les détenus. En haut, c'est pour les détenus qui respectent les consignes, et en bas, c'est pour ceux qui se rebiffent.
Les bons prisonniers ont le droit à plus de livres, de nourriture et un plus grand choix de vêtements, et ceux qui ont enfreint les règles au cours des 30 derniers jours n'ont pas accès à ces petits conforts et sont donc obligés de porter les fameux uniformes orange. Sur ce plafond, des traces d'excréments jetés par un détenu récalcitrant en direction d'un des gardiens de la prison. Pourtant, les militaires affirment que les conditions ici se sont nettement améliorées. Les détenus sont désormais dans les camps 5 et 6. Ce sont des installations modernes qui ont coûté des millions de dollars. Ils ont la climatisation, la télévision par satellite, une salle de sport. Ça a beaucoup changé au cours des 12 dernières années. Zach, lui, entretient le dialogue avec les prisonniers. Selon lui, l'ambiance est meilleure depuis que le président Obama a promis la fermeture de Guantanamo. Ils sont dans un meilleur état d'esprit en ce moment parce qu'ils voient que ça bouge. Le président américain a beaucoup parlé de Guantanamo et du fait qu'il voulait fermer la prison. Les prisonniers parlent de leur transfert. Ils se demandent où ils vont aller et quel pays va les accueillir. Mais pour certains, l'attente a déjà trop duré. C'est ici, grâce à ces tubes insérés dans leurs narines, que les docteurs nourrissent de force les détenus qui sont en grève de la faim. Une pratique dénoncée par les avocats, même si pour eux, le vrai problème reste le vide juridique dans lequel les détenus sont piégés. Le côté inhumain et les abus et maltraitances physiques des années précédentes, ce n'est plus vraiment le problème pour la plupart de ces hommes. Le vrai problème, c'est qu'après 12 ans de détention sans chef d'accusation, ils ne savent toujours pas si, oui ou non, ils vont sortir de prison et quand. Le procès de certains détenus sont en cours devant les tribunaux militaires, mais la plupart des pensionnaires de Guantanamo restent, selon les États-Unis, des prisonniers de guerre dans un conflit contre le terrorisme qui pourrait bien ne jamais avoir de fin. On connaissait la Martinique pour ses plages, son accueil et ses randonnées. Il va falloir compter désormais avec ses spots de kitesurf depuis quelques années. L'île située dans les Caraïbes attire de plus en plus de passionnés grâce notamment à des conditions optimales de pratique toute l'année. Eh ben allez, le matos est là, on prend une planche chacun. Les gestes sont encore hésitants. Ces 4 élèves stagiaires démarrent leur deuxième journée d'apprentissage de kitesurf pendant une semaine pour un tarif de 349 €. Ils vont profiter du cadre exceptionnel de la pointe Folla au sud-est de la Martinique pour maîtriser ce sport qui mélange glisse et voile. À 57 ans, Pascal et son fils viennent depuis 20 ans en Martinique. Cette année, ils ont eu envie de s'essayer au kite. Pour moi, le kite, c'est nouveau, hein, c'est une découverte. Je fais du bateau, de la navigation, voile, moteur, mais j'ai décidé, comme mon fils avait envie d'en faire, j'ai décidé que même à mon âge, il n'y avait pas de limite et que j'allais découvrir le kite. La pointe Folla est l'illustration du spot idéal pour les fondus de kite. Tous les ingrédients pour en faire une destination favorite sont là. Les kiteurs kiffent de plus en plus la Martinique parce qu'on a la chance d'avoir une côte au vent tout simplement magnifique, protégée par la barrière de corail, avec en période hivernale, c'est-à-dire de décembre à avril-mai, des alizés qui soufflent régulièrement et de façon constante. Avec près d'une dizaine d'écoles sur l'île, le kitesurf est aussi un atout supplémentaire pour le développement économique de la Martinique grâce à l'apport des touristes sportifs. Dans les années 2005, on tournait à 8 kiteurs semaine. Aujourd'hui, donc nous sommes en 2014, nous avons 32 kiteurs semaine. À 31 ans, Yves, ancien compétiteur, est un peu désabusé. Pas encore diplômé, les retombées économiques, il les attend encore. C'est vrai qu'il manque encore la mise en place de formations, je dis bien sur le département, afin de pouvoir aider nos jeunes à trouver de l'emploi. Alors que les conditions de pratique sont réunies en Martinique, les Antillais doivent s'exiler 1 an en métropole à Quiberon, seul endroit délivré pour un brevet professionnel, Sésame pour entraîner le kitesurf. Tout de suite, c'est le récap, le résumé complet de l'actualité de la semaine.
Au 14e jour du conflit entre Israël et le Hamas, au moins 514 Palestiniens ont perdu la vie, malgré les appels à un cessez-le-feu. L'armée israélienne, qui a perdu 18 soldats, affirme avoir abattu plus de 10 terroristes qui tentaient de s'infiltrer en Israël via un tunnel. L'ambassadeur d'Israël à l'ONU a par ailleurs démenti l'information selon laquelle la branche armée du Hamas aurait capturé un soldat israélien. La gestion de la catastrophe aérienne du vol MH17 continue de provoquer la colère de la communauté internationale. Le parquet néerlandais a ouvert une enquête préliminaire en vue d'éventuelles poursuites. 282 corps de victimes ont été récupérés et entreposés dans un train réfrigéré, train qui ne partira que s'il est accompagné d'experts selon les séparatistes. De son côté, l'armée ukrainienne a lancé une offensive sur Donetsk, dernier bastion des séparatistes, où des combats étaient signalés près de la gare centrale. Les corps des passagers du vol MH17 ont quitté la zone contrôlée par les rebelles pro-russes et sont arrivés à Kharkiv en zone loyaliste. Les premières dépouilles devraient arriver mercredi aux Pays-Bas où elles seront identifiées. Pendant ce temps, les Européens débattent de nouvelles sanctions contre Moscou et sur le terrain, les combats continuent. L'armée a repris aux rebelles une ville dans l'est du pays. Intenses efforts diplomatiques pour arracher un cessez-le-feu au Proche-Orient. Ben Ki-moon doit se rendre mercredi en Israël et rencontrer Benyamin Netanyahou. Mais l'armée israélienne affiche toujours sa détermination à poursuivre l'offensive, malgré la perte de 27 soldats, le bilan le plus lourd depuis le désengagement de la bande de Gaza en 2005. Côté palestinien, le bilan dépasse désormais les 600 morts. En France, une nouvelle manifestation pro-palestinienne sous haute surveillance se prépare pour mercredi à Paris. Le collectif qui l'organise se réjouit de son autorisation et condamne les violences commises à Paris et Sarcelles. Selon Manuel Valls, les organisateurs ont donné cette fois-ci plus de gages de sécurité. À droite, des voix s'élèvent pour critiquer cette autorisation et déplorer que les condamnations des participants aux manifestations interdites ne soient pas plus sévères. Israël affiche toujours sa détermination en dépit de la pression internationale. L'État hébreu continuera son offensive jusqu'à la destruction complète des tunnels utilisés par le Hamas, selon le gouvernement. Sur le plan diplomatique, le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé à Tel Aviv ce matin. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Mme Navi Pillay, appelle à une enquête sur de possibles crimes de guerre commis par Israël à Gaza. Le paquebot Costa Concordia a repris la mer pour son dernier voyage aux environs de 11 h ce matin. Près de 500 ingénieurs et ouvriers de toutes nationalités ont travaillé durant 2 ans et demi sur l'île de Giglio. Arrivée prévue samedi ou dimanche à Gênes, après un trajet de 280 km. Qu'est-il arrivé au vol AH-5017 d'Air Algérie? La compagnie a perdu tout contact avec l'avion qui reliait Ouagadougou à Alger. À son bord, 116 passagers, dont une cinquantaine de Français. Paris a mis en place 2 cellules de crise et lancé 2 Mirage 2000 à la recherche de l'appareil. Appareil qui s'est probablement écrasé, selon Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Il aurait disparu dans la région de Gao, au Mali, à 500 km de la frontière algérienne. 11 millions d'euros, c'est la somme débloquée par la France pour apporter une aide humanitaire à Gaza. François Hollande a annoncé la nouvelle lui-même à des ONG reçues à l'Elysée. Sur place, les combats meurtriers continuent. Au moins 9 Palestiniens, dont un enfant, ont été tués jeudi dans une école de l'ONU suite à un tir israélien. Ce sont les premières images des restes de l'avion d'Air Algérie tombé au nord-est du Mali. Cette vidéo, tournée par des soldats burkinabés, montre des débris éparpillés sur une très grande surface. Des 118 passagers, tous morts, 54 étaient français, les autres algériens, burkinabés, canadiens ou libanais. Des soldats français ont sécurisé la zone du crash et l'Algérie a décrété 3 jours de deuil national. Les appels pour obtenir une trêve à Gaza se multiplient. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, réclame notamment une pause humanitaire après la mort de plus de 800 Palestiniens en 18 jours. Mais les raids israéliens continuent à Gaza et la situation devient très tendue en Cisjordanie. Les manifestations de soutien aux Palestiniens se multiplient comme à Téhéran ou encore à Madrid. Celle prévue samedi à Paris est en revanche interdite. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a appelé les organisateurs à y renoncer, alors que plusieurs milliers de personnes avaient défilé dans le calme mercredi dans la capitale. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine, mais la semaine prochaine nous serons en mode best-of comme tout le mois d'août, et oui, 5 émissions exceptionnelles du Grand Show de l'Info en mode best-of pour revenir sur tous les reportages diffusés du mois de janvier à ce mois de juillet. Et quant à moi, je vous retrouve donc pour une nouvelle saison du Grand Show de l'Info le samedi 6 septembre 2014. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes vacances et je vous dis à samedi prochain pour le best-of du Grand Show de l'Info.